nous allons évoquer ce soir 3 sujets. Dans Regard croisé, on parlera du Soudan et la crise économique qui oblige le gouvernement à une nouvelle dévaluation de sa monnaie. Nous irons au Cameroun. Maurice Kamto se déclare déjà vainqueur de la présidentielle. Et puis le Togo, le recensement électoral, la coalition des 14 a-t-elle perdu la mise? Ce sera donc les 2 derniers sujets à évoquer. Autour de moi sur le plateau, Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir amis téléspectateurs. Justin Anani, bonsoir Justin. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le monde. Adam Adronou, Vision d'Afrique, bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Nous allons commencer avec le Soudan. Je le disais, le pays a fortement dévalué sa monnaie, la livre soudanaise, par rapport au dollar. La 3e mesure du genre depuis le début de l'année. Face à une crise économique croissante, la Banque centrale a fixé le taux de change officiel de la livre à 47,5 pour $1 contre 28 pour $1 précédemment. L'institution annoncera dorénavant le taux de change au quotidien. Abbas Abdallah, membre de la commission et président de l'Union des banquiers, a fait cette annonce. Et je rappelle qu'en fin 2017, il fallait 6,7 livres soudanaises pour $1 au taux officiel. Alors, Basile Agbo, quand on passe de 6,7 pour $1 à 47,5 pour $1, on est tombé très bas. Ouais, effectivement, il faut reconnaître que c'est une preuve que ça ne va pas du tout sur le plan économique dans ce pays. Je crois que c'est les conséquences, par exemple, lorsque par exemple vous battez votre propre monnaie et que vous n'êtes pas soutenu par une monnaie quelque part, et c'est ça qui crée ce genre de problème. Et aujourd'hui, le Kenya fait face donc à cette situation qui démontre la faiblesse de l'économie de ce pays. Et je crois qu'ils ne peuvent que passer par cette potion amère de la dévaluation pour pouvoir remonter un temps soit peu. Parce que la dévaluation, on l'a toujours présenté comme quelque chose de négatif. Mais en fait, ce n'est pas toujours négatif. Parce que l'économie est basée sur la consommation et l'exportation beaucoup plus. Et lorsque vous dévaluez, vous avez beaucoup de chances d'avoir de l'exportation parce que vos produits vont être beaucoup plus acheter vers l'extérieur parce que les gens en auront besoin et donc ça peut un temps soit peu ramener une santé à votre économie. Et ensuite la consommation intérieure elle également doit être boostée et je crois que bon, comme je le disais, c'est la potion amère à avaler par les Kenyans, mais on ne peut que passer par là. Malheureusement, peut-être pour ceux qui vont acheter en dollars et venir revendre, il y aura un manque à gagner énorme. Effectivement, effectivement. Mais bon, peut-on faire autre chose que ça? C'est ça, je disais, c'est la potion et c'est la raison pour laquelle, sur le plan économique, il faut beaucoup réfléchir et avoir beaucoup plus de plans pour pouvoir donc avoir une stabilité économique dans les pays. Malheureusement, si vous n'atteignez pas ce niveau-là et que votre économie tombe jusqu'à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à faire que d'avaler cette potion amère. Et bon, on souhaite beaucoup de courage au Kenya parce qu'il faut passer par là nécessairement. C'est Soudanais, voilà. Juste un avis, dans la zone CFA, on a déjà connu une dévaluation. Est-ce que fondamentalement ça a résolu les problèmes? Bon, résolu le problème, je ne saurais le dire, parce que lorsque vous êtes en face de politique monétaire, je pense qu'il y a tellement des éléments qui entrent en jeu. D'abord l'indépendance économique. Est-ce que les pays africains, pour la plupart, sont indépendants, donc financièrement, économiquement. Et chaque fois, ce sont les institutions de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale ou le FMI, le Fonds monétaire international, voilà, qui impose leur suprématie. Et ça fait que quand vous prenez par exemple le franc CFA, quand vous prenez les États membres qui utilisent cette monnaie, il y a aujourd'hui tout un débat autour, parce que la part également qui revient à la France, et par rapport également à ces États-là, et vis-à-vis même de la monnaie puissante, qu'est le dollar, qui impose également sur le marché, donc sa valeur, et c'est en fonction de cela que ça évolue. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le grand combat se mène au niveau des puissances. Donc vous prenez par exemple, à un moment donné, la France qui
qui utilisaient le franc français à l'époque. Peut-être un franc français, ça pesait 50 francs CFA dans le temps, si j'ai bonne mémoire. 50 ou 100 francs, je crois. 100 francs CFA. 100 francs CFA. Ça faisait 100 francs. Et par après, vous prenez par exemple le Deutsche Mark, vous prenez par exemple le livre sterling. À un moment donné, les États ont compris que ils ne peuvent plus continuer à évoluer en solo ou en termes d'unicité. Donc il va falloir maintenant fédérer les actions et avoir une monnaie commune. Aujourd'hui, on parle de l'euro. Maintenant, au niveau des États qui se retrouvent dans une dimension, dans une considération, je pense qu'il faut également penser à un moment donné, lorsqu'on veut vraiment se développer, se lever financièrement. Maintenant, ça ce n'est pas le cas. Par exemple, en dehors du Soudan, vous prenez par exemple aujourd'hui la Guinée. La Guinée est en difficulté. Et la Guinée a tellement de potentialités pour se développer, mais la Guinée n'a pas... Et cette politique monétaire-là, vis-à-vis de ces États-là qui doivent quand même garantir donc, les dépendants de ce pays. Donc ça fait qu'à chaque fois que le pays veut se lever, il y a toujours donc l'imposition, ça fait que ça chute. C'est pratiquement dans la même situation que se retrouve aujourd'hui le Soudan. Maintenant, on est en difficulté financière, mais il y a une crise économique qui est là, une crise financière qui est là. Maintenant, il faut vraiment des agrégats pour véritablement poser les jalons et se lever et évoluer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Dans ces conditions-là, on ne fait que dévaluer. Maintenant, en matière de dévaluation, il faut tenir compte des paramètres. Vous dévaluez en fonction également de la monnaie puissante, le dollar, ou par rapport à l'euro. Maintenant, qu'est-ce que vous exportez, qu'est-ce que vous importez? Ce sont là des éléments économiques. Mais vous prenez par exemple les données macroéconomiques de ces pays-là, vous calculez, vous allez comprendre qu'à un moment donné que ces pays financièrement ne sont pas assis, mais il va falloir adopter une politique monétaire en la matière et faire en sorte que ça puisse quand même décoller en matière économique. Justement, quand on prend en compte tous ces paramètres qui viennent d'être évoqués à Damadjano, est-ce que la dévaluation, c'est pas, comment dire, la solution la plus faible qu'on peut adopter? Parce que l'économie n'est pas très forte, l'exportation, tout ça ne va pas soutenir cette dévaluation. Disons, si on saurait le dire que c'est la solution, disons, la solution la plus basse ne serait le dire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la crise économique qui a aujourd'hui secoué pratiquement tous les pays africains ou carrément le monde entier, qui a entraîné un peu la récession économique. Et pour un peu arriver à la hauteur de tout ça, là, moi, je pense qu'il faut agir sur un certain nombre de paliers. Malheureusement, le cas de la Soudan fait intervenir d'autres facteurs qui ont donc entraîné plus bas ce pays-là. Malheureusement, la dévaluation, disons, est la solution, disons, la solution la plus immédiate pour pouvoir relever un tant soit peu l'économie de ce pays-là. Et mais on est à la troisième là, ça veut dire que ça ne marche pas. Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que vous prenez pas le Soudan est un pays pétrolier aussi. Vous savez, tous les pays pétroliers avaient eu ce problème-là, mais il y a d'autres facteurs. Le problème, c'est que les gisements sont plus importants au Soudan du Sud qu'au Soudan lui-même. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il y a aussi ce paramètre qui entre en jeu depuis la création du Soudan du Sud. Le Soudan ne se retrouve plus économiquement. Tout à fait, il y a ça aussi. Mais au-delà de ça aussi, il y a des flux non contrôlés aussi qui rentrent en ligne de compte. Ça fait qu'aujourd'hui, toutes ces économies-là qu'on n'arrive pas à capitaliser pour pouvoir se relancer font qu'à chaque fois, il faut dévaluer. Malheureusement, il y a aussi dans ces pays-là une forte potentialité au niveau surtout du blanchissement. C'est en fait ça, ça fait le réel problème qui fait que ces pays ne se relèvent pas. Même quand les institutions de Bretton, notamment le FMI, donnent des directives à suivre, il est sûr, c'est pas qu'il ne les respecte pas, il est sûr, mais on constate que ça existe toujours. C'est pourquoi vous avez posé tout à l'heure un problème lié donc à ceux qui ceux qui font donc les échanges ou iront acheter par rapport au dollar. Malheureusement, ce sont ces personnes-là même qui font peser même qui sont même le problème de ce pays-là. Qu'on arrive réellement à contrôler, malheureusement, ceux qui sont aussi les gouvernants sont eux-mêmes qui agissent sur des paliers qui font que ces pays ne se relèvent pas. Donc je me dis que la dévaluation aujourd'hui, si éventuellement, mais après cette dévaluation, ils n'auront pas de possibilité encore à dévaluer ce franc-là. Sinon, ils vont dépasser les normes indiquées. Donc je pense que c'est une solution qu'il faut prendre à bras le corps ou carrément permettre. Et puis surtout, il y a un autre aspect aussi du problème qui n'est pas évoqué. Souvent, ces institutions, disons, fonctionnent un peu en vase clos. Ne livrent pas entièrement toutes, disons, les données qu'il faut pour réellement agir, trouver les bonnes formules pour pouvoir agir sur cette économie-là. Ça fait que réellement, ce problème risque de perturber un peu l'état financier de ce pays. Alors là, je l'évoquais, Basile, troisième dévaluation, on est passé de 6,7 livres pour $1 à 46 livres pour $1, puis à 47 livres pour $1. 3 fois de suite, ça ne marche pas. Est-ce que c'est la solution qu'il faut encore chercher là? Bon, je crois qu'on est en train de s'enfoncer, et beaucoup plus.
parce que si on suit un peu l'évolution donc de ce que nous sommes en train d'appeler aujourd'hui la dévaluation, je crois qu'on risque d'arriver à un tableau final, c'est-à-dire qu'on risque de ne plus avoir de l'argent là-bas, et donc le pays, on ne sait pas ce que ça va devenir son indépendance économique. Est-ce que ça ne risque pas d'être enfin, je ne veux pas utiliser le terme recolonisé financièrement quelque part. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle parfois il faut faire beaucoup attention lorsque vous gérez des crises dans le pays. Le Soudan, avec toute la crise que le Soudan a traversée, on ne peut que se retrouver dans cette situation-là. Et ça doit servir d'exemple à beaucoup de pays pour que les crises ne perdurent pas. À un moment donné, il faut qu'on se dise non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête parce que la situation, lorsque ça se dégringole, eh bien c'est tout le monde qui se retrouve. Donc, mais vous savez aussi qu'il y a l'économie de la guerre qui nourrit beaucoup de personnes. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des trafics un peu à gauche, à droite et qui fait plonger l'économie de jour à jour. Au jour d'aujourd'hui. Donc il faudrait que les Soudanais se relèvent et se disent il faut que maintenant nous arrivons à la production. Il faut, dans une situation comme celle-là, il faut maintenant aller à la production. Il faut produire et en qualité, pour que sur le marché international, vous puissiez valoriser les produits que vous avez, pour que les gens puissent donc s'y intéresser et pour que la dévaluation porte son fruit. Sinon, on restera de là et on va dégringoler. La diversification de l'économie qui peut jouer un rôle important. Oui, justement, c'est la question que j'allais poser. Basile parle de production, mais quand on a des pays comme ça où tout est basé sur le pétrole, est-ce que c'est pas dangereux aussi? Oui, je me dis que c'est une question d'éducation dans ce pays-là. Lorsque vous prenez ces pays d'abord où nous avons la corruption qui est à haute dose et vient ajouter à cela la guerre qui a permis donc de pouvoir avoir des dessous faciles et qui fait qu'aujourd'hui plutôt les trafics que non contrôlés au niveau de ces frontières font qu'aujourd'hui il y a un véritable problème. Donc il faudrait quand même que d'abord, il y a une question d'éducation, la population devait d'abord elle-même prendre conscience de la situation et dire qu'aujourd'hui on arrête. Mais ce serait difficile parce que les gens qui sont habitués tellement à l'argent surtout facile, ou disons le gastérisme économique a emballé un bon nombre de ce pays-là, ça fait que ce serait difficile qu'on en arrive là. Mais il faudrait une rigueur au niveau donc de la gouvernance pour pouvoir arrêter sous ces flux-là. Et la volonté politique de le faire devait être à haute dose pour pouvoir arrêter, sinon on n'arriverait pas. Vous voyez, lorsqu'on dévalue on va de dévaluation en dévaluation et arrivera à un moment où on n'a même plus d'alternative. Et cela risque donc de plonger carrément le pays. Alors, Justin, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que ce sont un peu les sanctions américaines qui font mal à l'économie de ce pays-là? Oui, forcément, parce que c'est un élément qu'il ne faut pas écarter. Parce que, moi je le dis, tout le jeu que Dieu fait que le monde aujourd'hui évolue sur la base du capitalisme. Ça dit que si quelqu'un a la force, la personne vous domine pratiquement sur tous les plans. Notamment le plan financier, je pense que c'est sur ce plan-là que beaucoup de pays arrivent à s'asseoir aujourd'hui. Maintenant, si vous n'arrivez pas à contrôler le flux financier dans le pays, et qu'il y a tellement trop d'évasion, parce que la guerre est passée par là, il n'y a pas de contrôle, il y a les médecins qui essaient de poser leur suprématie, et qu'au même moment, par rapport à l'évolution des données, on parle de production bien sûr, mais lorsque les puissances qui sont là n'arrivent pas à vous donner donc, les éléments nécessaires pour se lever, pour se relever, moi je pense qu'à partir de ce moment-là, les sanctions dont vous parlez, vous faites allusion par rapport à la situation du Soudan, et passe par là. Donc à partir de ce moment-là, ça ne va pas évoluer. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est une question qui concerne plus les gouvernants. Comment faire maintenant pour contrôler les flux financiers? Comment faire pour imposer une véritable politique économique ou macroéconomique en la matière et faire en sorte que les consommations, les productions qui sont là puissent quand même permettre véritablement à ce pays-là de se relever. Si on ne le fait pas, tous les jours que Dieu fait, le Soudan va se retrouver dans la même situation parce que le Soudan a sa monnaie et sa monnaie vis-à-vis, par exemple, par rapport à la monnaie, la puissance dont je parlais tout à l'heure, et lorsque ça, la devise bien sûr, donc lorsque ça n'arrive pas à se lever, à se déclencher, je pense qu'à partir de ce moment-là, il va forcément avoir toujours la crise. Maintenant, la solution à la crise, je pense que ça revient au gouvernant de véritablement contrôler parce que lorsque vous traversez une situation de crise et que la guerre, au jour d'aujourd'hui, n'a même pas encore dit son dernier mot, et à partir de ce moment-là, moi, je doute fort. Je pense que c'est une situation que le Soudan vit et ma foi ne va pas terminer d'ici là. Donc voilà un peu. Alors on a fait croire, Basile, qu'il y a beaucoup de pays qui disposent de leur monnaie, s'en sortent mieux. On a même dit sur le continent, par exemple, que le Togo voulait frapper sa monnaie à l'époque des indépendances et tout ça. Mais le cas du Soudan, de la Guinée, de beaucoup d'autres pays qui ont leur monnaie n'est pas vraiment
bons exemples. Effectivement, Samuel. C'est-à-dire que lorsque nous mettons dans cette emphase-là et puis on crie un peu partout que lorsqu'on a sa propre monnaie, on se développe mieux, mais il y a beaucoup de paramètres que les gens ne voient pas. Ne voient pas. La bonne gouvernance, une bonne gestion et une stabilité doit être le sous-basement d'une monnaie personnelle en un État. Si, sur le plan politique, le pays n'est pas stable, et matin, midi, soir, il y a des problèmes par-ci, par-là, des crises par-ci, par-là, ajoutés à des guerres, comme nous le voyons aujourd'hui au Soudan, il ne faut pas qu'on rêve que lorsqu'on aura sa propre monnaie, on va se développer. C'est ça la situation au Soudan aujourd'hui qui nous interpelle, qui dit qu'avant d'avoir une monnaie et avant de se dire que sur la base de ma monnaie, nous allons enclencher un développement, d'abord penser à la stabilité même du pays. Si le pays n'est pas stable, les flux, les capitaux qui vont courir à gauche, à droite, et qu'on n'aura pas maîtrisé vraiment l'économie du pays sur tous les paramètres macroéconomiques, eh bien, il ne faut pas qu'on rêve. La stabilité est le pilier du développement. Sans stabilité, eh bien, vous n'aurez pas le développement. Ce n'est pas parce que vous aurez votre propre argent, mais votre argent va se dévaluer matin, midi, soir. Et vous allez même perdre votre, je ne sais pas, l'indépendance, si on ne sait pas politique, et même l'indépendance économique. C'est ça le danger. Et donc, il faut d'abord penser à ce que le pays, ou bien l'environnement dans lequel vous voulez avoir une monnaie, soit vraiment un environnement stable. Il faut la stabilité pour maintenant enclencher un développement. Et nos États qui, tous les jours, vivent dans une situation précaire, eh bien, il ne faut pas rêver. Bon, si vous permettez, c'est pour renchérir ce que M. Basile a dit. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Ghana est stable et connaît la croissance, c'est parce qu'à un moment donné, le Ghana connaît des difficultés. Et politiquement, le Ghana s'est rendu compte qu'il faut aller vers tout ce qui peut apporter le développement, la stabilité. Donc, le Ghana est stable aujourd'hui, la démocratie passe par là, le multipartisme passe par là. L'économie flotte ces temps-ci. Oui, quand même, mais quelque part... C'est un flottement qui est un peu généralisé. C'est généralisé. C'est généralisé. Même les États qui sont dans la zone CFA en connaissent. Et même ceux qui sont dans l'euro en connaissent. Je donne l'exemple de la Grèce. À un moment donné, il va falloir maintenant parler de l'austérité. L'Espagne, voilà. Donc ça n'en manque pas. Mais véritablement, il va falloir quand même penser d'abord à la stabilité du pays et faire en sorte que les gouvernements puissent quand même comprendre que c'est à partir de la stabilité, c'est à partir de la volonté populaire et qu'on puisse quand même développer et enclencher lorsqu'on utilise ou on a sa propre monnaie. C'est vraiment important. Ok, permettez que je place un mot. Oui, c'est dit, tout à l'heure, M. Basile Agote venait de le dire, ou la question que vous l'avez posée concernant donc, les pays qui ont disons, leur propre monnaie. Vous savez, le cas du Soudan est un peu différent. Il faut vraiment faire ce distinguo-là. Parce que c'est pourquoi on a toujours l'habitude de dire, lorsque vous voulez changer de direction, ou bien des directives de gouvernance d'un pays, que cela aboutit à la catastrophe, cela cause problème. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est le fort taux de blanchiment d'argent en fait qui cause le problème là dans ce pays. Donc, il faudrait forcément trouver des alternatives économiques pour pouvoir tenir. Si nous tenons toujours à pouvoir donc fonder l'économie sur, disons, le pétrole et cette consorts, ils n'arriveront jamais. Donc, il faut trouver des alternatives économiques pour tenir. On va observer la pause, la première pause, et on revient juste après quelques minutes.